Bonjour à tous ces abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une très grosse réaction. On va regarder ensemble et faire une réaction ensemble sur le débat intégral de Manuel Bompard face à BFM TV. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction, les amis. Bompard, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui, vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, motion de censure que vous avez déposée. Elle sera examinée cet après-midi. Et puis hier, 7 octobre, sur ces deux sujets, beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur cette histoire de drapeau palestinien. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pas compris? Pourquoi un appel à mettre des drapeaux palestiniens dans les facs de France? Alors là, déjà, pour commencer, pour tout ce qui se passe, pour ceux qui connaissaient pas la situation, Mélenchon a appelé tous les étudiants en France à planter un drapeau palestinien un peu partout pour soutenir les civils palestiniens. Quand tu es humaniste, normalement, c'est le minimum que tu peux faire. Et vous voyez bien que BFM TV, ça les dérange. Partout. Parce qu'il y a eu un abus de pouvoir du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a pris une circulaire pour interdire en quelque sorte toute action de solidarité avec le peuple palestinien, avec le peuple libanais dans les universités. Et le fait d'avoir demandé qu'il y ait une forme de neutralité, ça vous paraît... Non, il n'a pas demandé qu'il y ait une forme de neutralité. Il a interdit toute forme de solidarité, d'expression de solidarité avec des populations, la population palestinienne ou la population libanaise, qui sont aujourd'hui tout simplement massacrées par les bombardements israéliens. Et donc, je rappelle que les étudiants à l'université sont des citoyens majeurs qui ont une liberté d'expression, qui ont un droit de pouvoir exprimer, y compris une forme de solidarité et de compassion avec des causes au niveau international. Donc vous appelez à cette désobéissance. Donc c'est la réaction face à cet abus de pouvoir. Enfin, imaginez que le ministre de l'Enseignement supérieur ait pris une circulaire après l'agression russe contre la population ukrainienne, interdisant dans les universités d'exprimer sa solidarité avec la population ukrainienne. Oui, je pense que tout le monde aurait vous aviez trouvé déjà ça... fait le coup à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a Et quand même alors Vous avez jamais... Moi, ce que je trouve fou, les amis, on ne peut plus s'exprimer. On n'a plus le droit d'avoir une direction choisie par nous-mêmes. La liberté d'expression est une loi écrite dans la Constitution française. Mais on le voit bien, depuis quelques années, elle est bafouée. Elle est bafouée depuis l'ère macroniste. Mais appelé à ce qu'il y ait des drapeaux ukrainiens à l'Assemblée. Non, mais il y en a eu, par exemple, quand on a reçu le président ukrainien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous, la France Insoumise, vous avez jamais bataillé pour mettre des drapeaux ukrainiens ou que ce soit? Ben, précisément parce que les drapeaux ukrainiens n'ont pas été interdits dans les universités. Donc quand c'est interdit, spécialement... Non, je réagis face à un abus de pouvoir. Enfin, excusez-moi, mais en France, on a encore le droit à la liberté d'expression, on a encore le droit d'exprimer sa solidarité avec des populations qui sont aujourd'hui massacrées, et en plus invoquer, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un motif de laïcité, alors la laïcité n'est pas en cause sur cette question. Donc je trouve ça tout simplement certains, y compris scandaleux. dans votre camp d'ailleurs, François Hollande, par exemple, qui est dans le Nouveau Front Populaire, ou Raphaël Glucksmann, ont dit qu'il s'inquiétait de cet appel que vous avez lancé. Pas plus tard qu'hier, mon invité à ce même micro, le présentateur, animateur, producteur... Non, mais franchement, à qui ils vont faire croire que François Hollande est un gauchiste? La seule fois où on peut l'appeler le gauchiste, c'est quand il se torse le cul avec la main gauche. Disait que vous attisiez la haine. Je voudrais que vous puissiez lui répondre. Écoutez. Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France Insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des travaux palestiniens. Je veux dire, c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence. C'est exploiter, le malheur d'une situation, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, à des fins politiques. Mais d'abord, ce qu'il dit, pardonnez-moi, est faux. Vous auriez pu d'ailleurs le corriger à l'antenne, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités pour commémorer les massacres du 7 octobre. C'est une mauvaise information. C'est une fausse information. Précisément pour pas le faire le 7, madame. Donc précisément parce que le 7 octobre, c'était un moment d'hommage, bien évidemment, aux victimes des actes terroristes du 7 octobre, et de mon point de vue aussi aux victimes de l'ensemble des civils qui sont morts depuis le 7 octobre, que ce soit des civils israéliens, palestiniens, libanais. Ce que je trouve fou, les amis, c'est qu'on peut commémorer, et ce qui est normal, les victimes du 7 octobre, mais derrière ça, on n'a pas le droit de commémorer de la même façon les victimes palestiniennes. Et ça, je trouve ça gravissime.
et de l'ensemble des peuples, en particulier de cette région. Donc je trouve que c'est mensonger de faire croire que l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, qui propose dans les universités de brandir des drapeaux palestiniens ou libanais, on n'en parle pas précisément, serait une réponse ou une forme de commémoration du 7 octobre. Je trouve que c'est mensonger. Pour le reste, il n'y a jamais eu dans nos propos aucun propos de haine, contrairement à ce que dit Arthur hier sur votre antenne. Et si Arthur reçoit des messages de haine, bien évidemment, je les condamne totalement et fermement, de la même manière que j'aimerais que Arthur, par exemple, condamne les messages de haine que reçoivent un certain nombre de dirigeants ou de militants de la France insoumise. Bien évidemment que j'en reçois. Et moi, je crois qu'il faut arrêter avec cet argument de l'importation ou de la récupération politique. S'il y a des mobilisations dans le pays et s'il y a des mobilisations dans les universités, c'est pas parce que tel ou tel dirigeant politique dénonce ce qui se passe là-bas, c'est parce que ce qui se passe là-bas est intolérable et inacceptable et que ça émeut des... Et c'est ça le problème, les amis, c'est qu'ils pensent que la population française peut pas penser par eux-mêmes. Je le répète, les amis, on n'est plus au Moyen-Âge. Les jeunes ont tous un ordinateur, les jeunes ont tous un téléphone. Et quand on regarde les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est une boucherie, tout simplement. Les gens et qu'ils ont envie de réagir. Oui, mais pour vous, il n'y a pas d'importation de ça en France, pas d'application de ça, notamment dans la politique française. Mais madame, quand on réagit face à une situation internationale parce qu'on considère qu'elle est intolérable, quand on exprime de la compassion et de la solidarité avec des populations civiles qui sont frappées de manière injuste, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, leur religion ou je ne sais quoi, pourquoi dire, c'est comme si quand monsieur Macron a fait l'essentiel de sa campagne présidentielle de 2022 sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, personne ne lui a dit vous êtes en train d'importer le conflit en France. Il a considéré qu'il fallait réagir face à une action intolérable de violation du droit international. C'est précisément ce que nous faisons et c'est plutôt, il me semble, notre honneur de refuser les remises en cause du droit international qui ont lieu depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'appeler à l'intifada dans les rues de Paris, c'est pas une importation du conflit ici en France? Moi, j'utilise pas ce mot, même si je sais que certains l'utilisent en disant que ça veut dire soulèvement. Bon, moi, je pense que c'est difficilement compréhensible. Donc, personnellement, je n'utilise pas ce mot. Est-ce que vous considérez, contre, Manuel Bompard, c'est très important, ma question est très précise. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide? Alors, ça prendrait du temps pour discuter tout ça. Non, mais allez-y, prenez le temps. Moi, je vous empêche pas de prendre le temps. Je trouve ça très important de savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre le temps qu'il faut si vous le souhaitez. Premièrement, je pense que... Et là, il y a un problème, et on le voit bien gros comme une maison. Quand la France insoumise vient sur les plateaux TV français, à croire qu'elle vient pas porter un message. Non, c'est un jugement. Je vous arrête tout de suite, c'est un jugement. On lui pose des questions. On dirait que c'est un avocat qui lui pose des questions en plein jugement. Quand c'est la droite qui sont sur les plateaux TV, on voit bien que les présentateurs s'expriment pas de la même manière. Quand c'est la bande à Emmanuel Macron, c'est la même chose, ils s'expriment pas de la même manière. Mais quand c'est la gauche, que ce soit les communistes, que ce soit les écolos ou surtout la France insoumise, eh ben là, ils sont questionnés comme si c'était des criminels. Et ça, c'est hallucinant. On peut effectivement, en tout cas c'est notamment les décisions de la Cour internationale de justice, qualifier les actions qui sont commises par l'armée israélienne à Gaza de génocide. C'est parce que la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a rendu une décision, c'était au début de cette année, parlant de risque de génocide. Voilà. Il me semble, je vous rappelle que ça c'était une décision du mois de janvier ou février dernier. Il me semble que les conditions, et elle avait demandé à l'époque la Cour internationale de justice à l'État israélien de prendre des mesures pour prévenir ce risque de génocide. Donc vous considérez je considère que ces mesures n'ont pas été prises. Je considère que le risque de génocide s'est transformé en génocide. Oui, bien sûr, je pense que... Mais c'est pas ce que dit la Cour pénale internationale. C'est vous, Manuel Bompard, qui estimez... Ne confondez pas, s'il vous plaît, la Cour internationale de justice, qui a parlé au mois de février d'un risque de génocide et qui a demandé à ce que soient prises des mesures conservatoires pour prévenir ce risque de génocide. Et ces mesures n'ont pas été prises, Apolline de Malherbe. Donc je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui une situation de génocide à Gaza. Mais bien sûr. Alors, ce qui nous explique Manuel Bompard, c'est que le Conseil international, au bout de 2 mois de guerre, ce qu'ils appellent une guerre, moi j'appelle ça une boucherie, dans la bande de Gaza, on parlait de risque, alors qu'il n'y avait que 2 mois de conflit. Maintenant, il y a 1 an, ça veut dire il y a 10 mois de plus. À votre avis, le Conseil international, avec le nombre de victimes, le nombre de bâtiments touchés dans la bande de Gaza, ils appelleront ça comment? Ensuite, il y a la Cour pénale internationale, c'est une autre instance qui, pour l'instant, n'a rien fait, mais le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à ce que soient délivrés des mandats d'arrêt. En particulier, tout à fait, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces 2 cours ne disent il y a génocide en Israël. Les cours en question n'en ont pas
parler. Par contre, il y a un certain nombre de rapporteurs, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, notamment la rapporteure en charge du suivi de la situation sur les territoires palestiniens, qui, elle, a publié un rapport qui s'appelle Apologie d'un génocide. Mais alors, Manuel Bompard, et je vous repose la question, pourquoi certains chez vous disent que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide? Et vous savez quoi? Le plus simple, c'est qu'on l'écoute. C'est tout simplement Richie Thibault, qu'on va écouter à l'instant. Il est assistant parlementaire payé par la France Insoumise, puisqu'il est assistant parlementaire de la députée La France Insoumise de la 7e circonscription de Seine-et-Marne et de l'assistant parlementaire de Madame Ercilia Soudet. Les positions qui sont celles de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants. Vous avez vu, hein, c'est bizarre. Hein. Quand on attrape des Pierre Palmade, la main dans le slip, quand on attrape des politiciens corrompus jusqu'au bout, là, bizarrement, ça met du temps à les juger. Et à la fin, personne va en prison. Mais bizarrement, quand c'est un membre de la France Insoumise, directement, c'est en tac au tac, les amis. Hein, ça traîne pas. Au bout de 2 mois, les personnes, ils sont condamnées direct. Attendez, laissez-moi terminer une phrase si vous voulez bien. Les positions de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants de la France Insoumise, les députés de la France Insoumise, et donc les positions de la France Insoumise, c'est celles que j'exprime à cet instant. Les propos qui ont été tenus et l'utilisation du terme d'intifada, je vous ai dit pourquoi, personnellement, je ne les utilisais pas, même si je sais que pour certains, ils l'utilisent en parlant de soulèvement et qu'il n'y a pas de connotation autre que celle-là. L'intifada dans les rues de Paris, partout, et en faisant référence à de mobilisation populaire, mais bref, c'est pas mes positions. Je vous ai exprimé mes positions à moi, et maintenant vous m'interrogez sur la complicité de la France, et je considère en tout cas que la France ne fait pas le nécessaire pour mettre un terme à cette action de l'armée israélienne, ne prend pas les mesures nécessaires pour constituer un rapport de force avec monsieur Netanyahou, par exemple en décidant d'infliger des sanctions à l'égard du gouvernement de monsieur Netanyahou, ce que la France se refuse de faire, alors que nous le demandons par la voix depuis d'Emmanuel des mois Macron, et des mois. Qui a dit qu'il ne fallait pas livrer d'armes à Israël. C'est ce que nous demandons depuis des mois et des mois. Je me félicite en quelque sorte que le président de la République vienne enfin sur ce terrain, mais d'abord il a fallu beaucoup de temps pour le faire, et il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. La reconnaissance de l'État de Palestine, c'est par exemple ce qu'a décidé de faire l'Espagne il y a quelques mois et que la France se refuse à faire. Les sanctions économiques à l'égard du gouvernement de monsieur Netanyahou qui viole allègrement le droit international, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban, ou par exemple la suspension des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Mais sur le fond, voilà la position qui est sur le fond, Manuel Bompard, quand vous avez entendu ces propos de l'assistant parlementaire d'une de vos députées, ça vous fait quoi? Vous en pensez quoi en vrai? Je pense que vous cherchez à utiliser des petits propos qui ont été tenus. Mais oui, en fait les amis, ils ont trouvé un maillon faible. Le petit jeune qui vient d'arriver dans la France Insoumise. Alors ces mots ont pu déborder, ils viennent comme des chacals sur le petit jeune qui vient de rentrer dans la France Insoumise. Et là, vous voyez bien ce double discours. Là, on n'attend pas le jugement, bizarrement. Ici ou là, pour masquer la réalité, pour masquer la réalité du scandale de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question, Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne suis pas d'accord avec ces propos. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ai donc dit quelle était la position politique que vous soyez surpris, et je suis surtout surprise que vous disiez que c'est assez surpris que vous passe 10 minutes de l'interview sur les propos d'un assistant parlementaire d'une députée insoumise. Je vous confirme. C'est pas rien. Moi, il me semble que c'est pas rien. Il me semble que les positions. Vous trouvez ça peut-être complètement anodin. Si vous avez des choses à reprocher à la France Insoumise, prenez des propos. Moi, je reproche rien. Je vous demande si vous interrogez-moi dessus. Désolidarisez effectivement de ces propos. Je vous ai dit, je vous ai répondu, je peux vous répondre. Sachant que mais bien sûr, n'hésiterez pas. Ce même assistant parlementaire, il a déjà été poursuivi pour menace de mort sur le président lors du dernier salon de l'agriculture. Le président Emmanuel Macron, à qui il avait crié, je cite, n'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. C'est lui aussi qui s'était jeté sur la scène lors de la fête de l'humanité l'an dernier pour arracher le micro des mains d'Édouard Philippe pour l'empêcher de débattre tout simplement, avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui est quand même un de vos alliés. Je voudrais comprendre comment est-ce que tout cela vous paraît normal, logique, et qu'il puisse rester salarié de LFI. Je vais vous informer de quelque chose. C'est pas moi qui choisis les assistants parlementaires de l'ensemble des députés insoumis. Donc vous m'interrogez sur les positions politiques qu'il a pu défendre, et moi je vous réponds avec les positions politiques qui sont les miennes, et y compris quand parfois elles sont contradictoires avec les positions politiques qu'il a pu défendre. Ça me paraît assez simple, et il me semble que votre responsabilité, si je peux me permettre, c'est plutôt de m'interroger sur mes positions politiques. C'est ce que je fais. Mais je voudrais justement que vous puissiez parler. Je vous ai dit quelles étaient mes positions politiques. Et madame, maintenant... J'imagine que vous en parlez avec Soudet. Je vais sans doute le faire, oui, bien sûr. Motion de censure, donc, que vous allez défendre cet après-midi. Qu'en dire? Parce qu'en fait, on sait, vous et moi, ce matin, qu'elle ne va pas passer.
Ah bon? Enfin, pas passer aujourd'hui, elle passera peut-être un jour, mais enfin pas celle-là. Écoutez, d'abord, je veux dire que notre objectif, c'est une motion de censure que nous avons déposée avec le nouveau Front populaire. Et notre objectif, c'est de censurer le gouvernement de Michel Barnier. D'abord parce qu'il a une illégitimité dans la manière avec laquelle il a été constitué, parce qu'il ne représente pas le résultat des dernières élections législatives. Et deuxièmement, parce que les orientations, les propositions politiques qu'il a mis sur la table depuis son discours de politique générale nécessitent la censure. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de formations politiques qui avaient posé des lignes rouges. Des lignes rouges. J'ai entendu Monsieur Ciotti, j'ai entendu Madame Le Pen. Notre ligne rouge, c'est qu'il faut que les mesures qui soient annoncées par Monsieur Barnier ne frappent pas les classes moyennes et les classes populaires. Mais oui, les amis, ils ont tous été achetés, les politiciens. À part le nouveau Front populaire, je vous le dis tout de suite, ils ont tous été achetés. Vous avez vu, Marine Le Pen, elle a été condamnée à payer 350 000 € pour escroquerie. Elle a besoin de remplir les caisses, comme tous les autres politiciens autour de l'Assemblée nationale. À part le nouveau Front populaire, les autres, laisse tomber. Ils sont tous avec le Premier ministre. Et c'est pour ça que la LFI commence à être débordée de tous les côtés. Depuis que ces lignes rouges ont été énoncées, Monsieur Barnier a indiqué qu'il allait prendre 150 € en moyenne à tous les retraités de ce pays. Que les factures d'électricité allaient sans doute... Il n'allait pas les donner. Oui, s'il y avait une revalorisation automatique au 1er janvier, elle est reportée au 1er juillet, c'est 150 € en moins pour tous les retraités de ce pays. Il a eu l'air de dire, et c'était dans la tribune dimanche, qu'il allait peut-être revenir là-dessus. Bon, ensuite... Enfin, peut-être qu'il vous a écouté. On verra. Ensuite, que les tarifs de l'électricité vont augmenter. Ensuite, qu'on va s'en prendre à l'indemnisation et au remboursement des médicaments. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Manuel Montpart? Vous êtes en train de... Je vous le dis, les amis, on est dans la merde, mais dans une merde totale et totalue. Bientôt, vous allez à la pharmacie, votre mère elle va être malade, elle va tomber, tout ça parce que vous n'allez pas avoir les moyens d'acheter les médicaments. Comme en Amérique, on privatise tout. Et c'est ça le problème, les amis. Ne vous trompez pas. On nous explique que l'électricité, c'est pas fini. Ça va doubler, tripler, quadrupler. Alors que là, on est comme ça à payer les factures, c'est pas fini. Bientôt, faudra faire un crédit pour payer les factures. Et ils se sont même permis de prendre 150 € à tous nos retraités. Ceux qui ont fondé la France et formé la France. Ceux qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un salaire de misère. En espérant avoir une retraite assez confortable. Et ils se retrouvent avec une retraite de misère, les amis. Mais on va vous dire sur tous les plateaux, la France insoumise, c'est le problème. Vous adresser au Rassemblement national et de leur dire votez notre motion. Soyez cohérents, votez notre motion. Je suis en train de dire que les électrices et les électeurs... Vous seriez un peu encombré, vous seriez embêté quand même s'ils la votaient, en vrai. Attendez, mais regardez, c'est simple. Faut pas... Non mais c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une position un peu compliquée. Mais pas du tout, il n'y a rien de compliqué dans ma position. Parce qu'à la fois, vous aimeriez bien qu'elle passe la motion, mais il faudrait dire merci au RN. Ma position, c'est simple, c'est celle de la cohérence politique. Je vais vous dire une chose très simple. Quand on est en désaccord avec la politique d'un gouvernement, on le censure. Quand on a fait campagne en disant « si vous m'élisez, je vais rompre avec la politique macroniste » et que vous avez un gouvernement qui est là pour faire la continuité avec la politique macroniste, si vous prenez pas vos électrices et vos électeurs pour des imbéciles, si vous les respectez, si vous respectez le mandat qu'on vous a confié, vous censurez le gouvernement. Donc j'observe qu'il y a les tartuffes de la censure. Ce sont ces formations politiques qui ont fait campagne au moment des élections législatives, et c'est notamment la droite et l'extrême droite, Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, qui ont dit « vous voyez, attention, attention, votez pour moi, parce que si vous votez pour moi, à la fin, il y aura une rupture avec le macronisme », et qui en fait deviennent les béquilles de la continuité du macronisme. Je pense que ça devrait intéresser les électrices et les électeurs de ce pays, tout simplement. Alors tirons juste le fil, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, et que le RN est convaincu par vos propos cet après-midi, et qu'il vote votre motion de censure, vous ferez quoi? C'est pas moi qu'il faut poser la question, il faut poser la question à Emmanuel Macron. Non mais vous serez content, Mais moi, si le gouvernement de Michel Barnier tombe, je pense que c'est une bonne chose pour le pays, donc oui, je serai content. Mais c'est à Emmanuel Macron qu'il faudra poser la question de savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'êtes même pas sûr que s'il y avait une motion de censure adoptée véritablement contre Michel Barnier, alors Emmanuel Macron en tiendrait compte? Vous pensez qu'il passerait quand même en force? Non, il n'aurait pas le choix. Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, il n'y a plus de gouvernement de Michel Barnier. Donc la question qui est posée dans ce cas-là au président de la République, c'est soit il a une autre proposition à faire, peut-être qu'enfin il pourrait nommer la candidate proposée par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, bien évidemment, puisque le nouveau Front populaire est arrivé en tête des dernières élections législatives. Donc peut-être qu'enfin il pourrait prendre cette décision.
Mais comme je vois que manifestement il n'en a pas l'intention, peut-être qu'alors que la question qui sera posée sera celle de son départ, non? Avec cette destitution que vous aviez lancée, qui elle non plus n'a pas abouti. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une motion de destitution passe l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote en commission des lois. Ça, c'était la semaine dernière. Dans ce vote en commission des lois, les insoumis, les communistes, les écologistes ont voté en faveur de cette motion de destitution. Pas les socialistes. Non, les socialistes ne l'ont pas voté. Ils l'avaient annoncé d'ailleurs. Et ensuite, et le Rassemblement national non plus. Ce qui, à mon avis, renforce mon sentiment d'incohérence et de complicité du Rassemblement national avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais normalement, le texte de motion de destitution doit être inscrit sous 10 jours maintenant pour un débat à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je souhaite que ça arrive. Un mot sur la question justement de l'unité de la gauche. Il commence à se dire qu'il faudrait un candidat unique de la gauche en 2027. Visiblement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur qui pour ce casting. On a Raphaël Glucksmann qui ce week-end a dit qu'il était, enfin, a laissé entendre qu'il était prêt, qu'il voulait faire gagner son camp. Non mais attendez, Raphaël Glucksmann, il a dit dimanche que c'est la dernière fois qu'il y avait un accord, pour lui, qu'il y avait un accord global de la gauche aux élections législatives. Donc là, je trouve que Raphaël Glucksmann devrait préciser ses propos. Est-ce que ça veut dire qu'il renonce et que les candidats investis par sa formation politique... Mais je vous dis les amis, c'est tous des opportunistes. Il y en a qui se prétendent gauchistes, mais c'est des gauchiastes tout simplement. Ils préfèrent voir leurs intérêts à eux avant de voir les intérêts des Français en général. Et c'est pour ça que la gauche est fragmentée et ne se rassemble pas en un point serré. C'est parce que plus de la moitié des gauchistes sont des opportunistes les amis. À part la LFI et 2-3 communistes, les autres à jeter dans les toilettes. Dans le cadre du nouveau Front populaire, renonce à cette investiture. Je trouve que c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Parce que Raphaël Glucksmann, comme François Hollande et Madame Delga, qui disent maintenant qu'il faut plus jamais rien faire avec les Insoumis, il y a 2 mois, ils étaient plutôt contents d'avoir des candidats soutenus par la France Insoumise, avec les militants Donc vous insoumis. êtes surpris? Vous pensez que c'est une décision tout à fait solitaire et perdante? De savoir si c'est une rupture avec le nouveau Front populaire. J'aimerais avoir une réponse à cette question pour qu'on puisse ensuite prendre nos dispositions pour nous organiser. Et dans ces cas-là, vous aurez votre propre candidat et puis eux la question peut se poser. Après, j'observe le deuxième point qui m'interroge, c'est que j'entends de multiples déclarations, celle de monsieur Glucksmann par exemple, qui disent on a un problème avec le programme du nouveau Front populaire. Et leur stratégie, elle est bien claire, toujours c'est la même. Séparer pour mieux régner. Regardez le titre, la gauche déjà divisée. Et vous allez voir qu'au prochain quinquennat, en 2027, la gauche, j'ai bien peur qu'on ne gagnera pas. Pourquoi ? Parce que on n'est pas tous rassemblés et ils le savent très bien. Moi, j'aimerais bien comprendre sur quel point. Parce que quel est le programme de M. Glucksmann? Quels sont les points du programme du nouveau Front populaire avec lesquels M. Glucksmann est en désaccord? Vous en avez jamais parlé avec lui directement? C'est surtout qu'il me semble que normalement, quand on a vocation ou quand on souhaite être candidat à telle ou telle élection, il me semble que normalement, en politique, on est candidat pour défendre un programme. Donc j'ai compris que Raphaël Glucksmann ne voulait pas du programme de la France Insoumise. J'ai pas compris quel était son propre programme à lui. Donc ce serait peut-être bien qu'il puisse le dire pour qu'on puisse éventuellement en débattre. Il me semble que ce serait nécessaire. Et s'il y a des interrogations, s'il y a des choses qui vous plaisent, il pourrait être le candidat de toute la gauche? Mais il dit lui-même qu'il ne veut pas de la France Insoumise, Apolline de Malherbe. Je vais pas vous dire que moi je vais soutenir... Non, mais il veut pas de la France Insoumise avec ce programme-là. Mais si... Non, mais moi, justement, je défends un programme. Je ne comprends pas quels sont les points de mon programme ou du avec lesquels il ne serait pas d'accord. Donc moi, il me semble qu'il faut... En tout cas, cet après-midi, vous serez tous ensemble. C'est d'ailleurs le Parti Socialiste aussi qui va défendre cette motion de censure du nouveau Front populaire. Manuel Bompard, juste, vous avez dit tout à l'heure... oui, je vais lui en parler à Ercilla Soudé. Ça veut dire que vous allez lui dire quoi? Mais ça vous regarde pas. Bah non, mais parce que comme vous avez fait déjà des gens, vous en avez viré un certain nombre déjà dans votre parti. Mais madame, vous leur dites d'ailleurs pas toujours. Madame, la personne dont vous me parlez n'est pas membre de la France Insoumise, donc je sais même pas de quoi vous me posez comme question. Excusez-moi de vous le dire. Vous-même, vous venez de dire que vous alliez en parler avec elle, non? Mais parce que j'en parle, oui, bien sûr, je parle avec les députés de mon groupe de plein de choses. Apolline de Malherbe. Mais vous n'estimez pas en tout cas que cette personne doit arrêter de s'exprimer au nom, visiblement, puisque vous n'êtes pas d'accord avec cette personne? Vous savez que depuis un an, il y a à peu près plus de 40 000 civils palestiniens qui sont morts à Gaza. Bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près 2000 Libanais qui sont morts au Liban. Bien sûr. Je ne vois pas le rapport. Je vais vous dire le rapport. Vous ne pensez pas que ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus de temps d'antenne et un peu moins de temps d'antenne sur les propos tenus dans une manifestation? Qu'on n'en parle pas assez? Ah oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça, c'est quand même peut-être un petit peu plus important de pouvoir dire quelles sont nos positions. Un appel à l'intifada en France, vous pensez pas que ça intéresse les Français? De qu'est-ce qu'on fait, Apolline de Malherbe, pour arrêter? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter?
Mais oui, il a bien raison, Manuel Bompard. Comme d'habitude, les causes justes sont faites pour qu'on se batte à fond et qu'on se détermine à fond dessus, les amis. Ce qu'il explique, Manuel Bompard, c'est qu'au lieu de parler de sujets qui ne servent à rien, parlons de sujets gravissimes. Parlons de sujets qui visent les intérêts directement français. Le Liban, la Cisjordanie, Gaza, les amis. Parce que je le répète, si on est un minimum humaniste, on se bat pour toutes les victimes, que ce soit israéliens ou palestiniens. Ah, on les voit bien défendre les victimes israéliens. Et c'est très bien. Mais on veut vous voir dans la même détermination pour défendre les victimes palestiniennes. Et c'est ça que dénonce la France insoumise, les amis. Arrêter les massacres qui ont Pour lieu vous, ça vous intéresse pas un appel à Gaza. l'intifada en France? Mais je vous ai répondu sur ce point. Je trouvais ça Donc important. je trouve revenir à l'issue de l'interview alors qu'on a déjà Non, parce que ça consacré m'intéresse, vous avez dit 10 que vous alliez en minutes parler sur avec ce Attila sujet. Fenech. Et Excusez-moi, je trouve on a que quand c'est même souvent un temps parlé aussi de d'antenne ce qui se accordé à ce passait dans sujet votre parti. totalement disproportionné. Mais vous Pour êtes ma jamais part, d'accord. je veux consacrer l'essentiel de mon temps et l'essentiel de mon énergie à essayer de faire en sorte que la situation en France s'améliore, bien sûr, mais aussi qu'à l'échelle internationale, les massacres qui ont cours à Gaza et au Liban s'arrêtent le plus rapidement Et possible. je crois que tout le monde... j'espère et je veux que le président de la République hausse enfin le ton Et je pense avec que M. tout le monde Netanyahou pour souhaite, le ramener tout à le la monde table des souhaite la négociations paix, et Emmanuel pour obtenir Bompard. un Et cessez-le-feu par ailleurs, je global le plus précise... rapide. Et voilà, ça c'est ce que je vous disais auparavant. BFM TV, quand ils invitent un député de la France insoumise, ils ne le laissent pas parler. Normalement, quand vous invitez quelqu'un pour débattre avec lui, le minimum, c'est de le laisser finir ses phrases, on est bien d'accord. Mais pour BFM TV, non les amis, je vous arrête tout de suite. La France insoumise n'est pas un invité, mais un prisonnier. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.